Les chaussettes de l'archiduchesse Chaussettes sèches. sèches ou archi-sèches? Archi-sèches. Alors, salut tout le monde, donc moi je me présente, je suis John Bélanger, je suis le coprésident du chapitre de La Rochelle et aujourd'hui j'ai un invité qui est donc Romain Rivière et du coup je vais te laisser te présenter. C'est quoi ton parcours universitaire? Mon parcours universitaire il est vraiment très compliqué. Je savais vraiment pas quoi faire de mes études. Vraiment, j'ai fait 9 formations différentes à l'université. Donc c'est quand même quelque chose. J'ai fait 9 formations différentes. Et en fait, moi j'ai fait la majorité de mon parcours du coup au Canada. Vraiment, c'est parti vraiment d'une anecdote. En fait, c'est mon meilleur ami d'enfance qui est revenu de 6 mois d'échange au Canada. Qui a dit: le Canada c'est génial. Le Canada c'est vraiment trop bien. Tu devrais essayer. Et moi j'ai fait d'accord feu. Je vais postuler. J'ai postulé à l'époque. J'étais en mana en France. Je faisais une mana, donc une mise à niveau en art appliqué. Ça n'existe plus maintenant, ça doit être une prépa en art ou quelque chose, c'est pour faire du design de jeu, que ce soit dessin, 3D, 2D, bande dessinée, jeux vidéo, tout ça, c'est vraiment un truc, je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelait mise à niveau en art appliqué à l'époque, maintenant j'ai changé le terme. C'est vraiment pour préparer aux études d'art numérique notamment. Moi j'étais en train de faire ça et du coup j'ai postulé pour un diplôme en jeu vidéo, peut-être une formation en jeu vidéo là-bas pour pareil continuer sur ce domaine-là, continuer le jeu vidéo. J'aime bien tout ce qui est monde virtuel, donc j'avais postulé là-dedans. Et je suis arrivé là-bas, du coup j'ai fait toutes mes démarches tout seul. J'ai dit je vais faire mes démarches, j'ai envoyé à toutes les universités québécoises une candidature. Il y en a plusieurs qui m'ont accepté, je suis allé à l'université de Montréal. J'ai fait ma demande de SAQ, mon permis d'études, j'ai tout fait, je suis arrivé là-bas. Et comment je suis arrivé là-bas? Ils m'ont dit qu'ils avaient perdu mon dossier scolaire. Ah d'accord. Ok. Et là du coup j'étais en PLS complet parce que j'arrive dans un pays étranger. J'ai pas d'études, rien. Du coup j'avais le gouvernement l'immigration qui m'envoyait des courriels permanents toutes les semaines pour me dire il faut régulariser la situation. L'université qui m'envoyait des courriers aussi pour régulariser la situation parce que moi j'étais dans les résidences universitaires. Du coup pour être en résidence universitaire il fallait des études. Je n'avais pas d'études du coup pour la première session. Du coup, il fallait que toutes les semaines que je renvoie un courrier pour expliquer que je rentre là, faire des démarches. Du coup, j'avais postulé. Bref, c'était vraiment un cauchemar complet. Je suis allé voir les responsables, les machins, les choses que je n'avais pu faire. Du coup, j'ai passé un premier semestre à voyager. Il y avait le Canada et les États-Unis. Parce que je n'avais rien à faire de mes journées. Donc donc j'ai travaillé, je fais des trucs. C'était vraiment un cauchemar complet. Du coup, après, dans mes études, je me suis mis à faire une mineure en narration, donc là c'était vraiment un programme fourre-tout parce que je savais pas quoi faire, je me suis dit qu'est-ce que je fais. Je me suis dit je vais faire autre chose, donc là j'ai fait de la criminologie, j'ai fait du français, j'ai fait de l'histoire, j'ai fait du droit, j'ai fait de la science politique. Et à ce moment-là, j'ai trouvé que les cours de sciences politiques étaient vraiment géniaux. Et là je me suis dit c'est géniaux et du coup je me suis mis à postuler dans plusieurs universités pour faire des sciences politiques. J'étais accepté dans 4 ou 5 universités canadiennes. Et je me suis dit, en fait, ça s'était mal passé à Montréal, je vais déménager. J'avais eu l'université de Québec, l'université de Laval à Québec qui m'avait accepté. J'ai fait, on va déménager. D'accord. Et donc maintenant, là, comment est-ce que tu as découvert la FRAT? La FRAT, moi je l'ai découvert par hasard. J'étais à Montréal. J'ai vu les journées portes ouvertes en fait, il y avait un kiosque, les journées avec toutes les associations étudiantes qui se présentent en fait. Donc moi je me suis baladé, je me suis dit j'ai envie de faire des activités pour rencontrer des gens. En plus comme j'ai dit j'avais pas d'études du coup à ce moment-là, parce que du coup j'étais un peu paumé j'avais perdu mon dossier scolaire, du coup j'avais rien à faire de mes journées. Du coup je me baladais, j'allais assister à des cours comme ça pour le fun, j'hésitais un petit peu et du coup je tombais sur le truc de la FRAT. Moi j'avais toujours vu des films américains, les fraternités, c'est un grand classique. Un grand classique. Tu connais. Oui. Grand classique. Et moi j'étais curieux, tu vois, je me suis dit mais c'est quoi ce truc là? Du coup ils m'ont vendu leur truc, il y avait Samy Chauvet que certains connaissent peut-être, un certain international qui était là, qui m'a vendu la FRAT, il m'a fait le truc vas-y Romain viens. Au final je me suis mis à faire des FIFA avec eux, mais vu que j'avais des soucis avec mes études, mes trucs comme ça, j'ai dit c'est pas trop le moment de m'impliquer dans des trucs étudiants et tout, faudrait que je me concentre sur moi, je suis pas vraiment... Ça te faisait pas peur
l'idée d'intégrer une fraternité? Moi j'avais pas peur, tu vois, j'avais pas peur d'intégrer une fraternité, j'avais juste de l'appréhension parce que du coup, comme je dis, c'est une période de ma vie qui était un petit peu compliquée, j'arrivais dans un nouveau pays étranger, j'avais pas d'études, je me posais beaucoup de questions sur moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire comme études, où est-ce que j'en suis. Et puis moi j'avais le côté festif, tu vois, dans la tête des fraternités, c'est-à-dire que je vais encore passer mon temps à ne rien faire, quoi. Enfin, je vais juste m'amuser, profiter, et puis du coup je vais pas avancer sur mon projet personnel. Et, bon, j'avais que 21 ans je crois à l'époque quand même encore, donc, et j'avais déjà dans l'idée qu'il fallait avancer dans ma vie, que ma vie était quand même un chemin semé d'embûches, on va dire. J'ai pas eu une grande ligne droite pour avoir fait divaguer à gauche et à droite, parce que j'aime pas faire tout le temps la même chose, j'aime bien changer. Je me suis dit c'était pas le bon moment en fait d'intégrer la fraternité, vraiment pas, je suis pas posé, je suis pas C'est vrai que parmi les candidats, il y en a souvent qui disent je préfère attendre le bon moment pour me donner à fond dans le paging, etc. Et alors du coup, toi, ça t'a pas dérangé malgré ta période c'est comme ça que j'ai pas intégré à ce moment-là, parce que je me suis dit je pourrais pas être à fond dedans, je vais pas pouvoir me concentrer dessus parce que j'aurais la tête ailleurs. Je suis en train de chercher une nouvelle formation pour mes études, je suis en train de me poser des questions sur où est-ce que je vais aller l'année prochaine, est-ce que je reste à Montréal, est-ce que je retourne en France, est-ce que je ne quelque part. J'étais en train de regarder pour trouver des formations, pour trouver un emploi, Au final j'ai fini par voyager, par me balader. J'avais vraiment pas la tête, j'étais vraiment... en fait c'est après que tu es... Ouais, ça j'ai commencé à faire des FIFA avec Samy, après pour plein de choses, on a monté une équipe de foot en salle, on a fait du foot en salle avec Samy, c'est génial, et du coup j'ai beaucoup sympathisé avec Samy. Et le fait que j'ai beaucoup sympathisé avec Samy et qu'à la fin quand j'ai postulé j'étais accepté dans plusieurs écoles et j'ai décidé de quitter Montréal parce que du coup c'était pas bien passé à Montréal, et Samy m'a dit Romain, tu quittes Montréal pour Québec, on a un chapitre à Québec et du coup vas-y postule dans le chapitre de Québec. Alors juste une question, alors pour celui qui nous regarde, c'est quoi un chapitre? Un chapitre c'est comme une fraction de la fraternité qui a comme port d'attache une ville en fait. La fraternité est segmentée en plusieurs groupes, c'est comme un sous-groupe en fait qui est rattaché à une ville ou à une université. Donc il y a des chapitres à Paris, il y a un chapitre à Amiens, il y a un chapitre à Québec, il y a un chapitre à Montréal. Vraiment c'est un groupe qui est indépendant mais qui appartient à la fraternité en même temps, qui est géré par la fraternité. D'accord. Donc du coup, au moment de ton recrutement, tu as fait des activités sportives avec eux, tu as eu des discussions avec justement Samy. Et comment ça s'est passé? Donc c'est là que tu as commencé et après le paging en fait, donc ça t'a plu, en fait ouais, Samy m'avait fait une super impression, on avait super posé, on a fait du foot ensemble, franchement ça allait bien, on a fait du FIFA, on avait discuté, on était sortis un petit peu ensemble, on avait sorti faire des activités, c'était vraiment super sympa, super intéressant. Et comme dit, quand je suis arrivé à Québec, du coup je suis allé voir directement en fait, je connaissais personne, c'est une nouvelle ville inconnue, je me suis dit ça va me permettre de faire des rencontres, découvrir la ville, rencontrer les gens, et puis du coup j'ai rencontré plusieurs personnes, Saïd, Félix. Coucou à Félix si tu regardes la vidéo, parce que Félix merci à toi, c'était mon big à Québec, du coup on avait une petite relation, c'est un Québécois. Alors petite parenthèse, donc le big en fait c'est le grand frère, c'est comme le parrain en fait. C'est le parrain, c'est ça, et en fait il était en même cursus que moi en sciences politiques en fait, je suis dans sciences politiques. Et du coup c'est lui qui m'a un petit peu encadré, on a fait une coloc ensemble après. C'était vraiment lui qui m'a vendu la frappe, ainsi que Pierre Penel que je remercie toujours pour l'accueil qu'il m'a fait. C'est lui dans les premiers événements qui est venu me voir pour me présenter la frappe, pour mettre en valeur mettre en avant les valeurs de Brotherhood et de Gentleman, qui étaient des valeurs pour moi qui sont très importantes. Et on a discuté longuement ça durant les différentes soirées de Rush. Et c'est lui qui m'a convaincu, qui m'a convaincu, qui m'a montré en fait les bienfaits de la frappe. Et je suis très très content d'avoir intégré la frappe grâce à lui. C'est vraiment des personnes comme Samy, comme Pierre et comme Félix qui m'ont fait intégrer la frappe et qui m'ont fait commencer mon paging vraiment. Voilà, alors donc du coup là le rush qui est la période de recrutement en fait, dans notre jargon c'est comme ça qu'on appelle ça. Ta candidature a été acceptée, donc là ton paging il a commencé. Ouais, c'est ça. Et comment ça s'est passé ton paging? Tu l'as bien vécu, mal vécu? Alors mon paging honnêtement je le referai pas aujourd'hui. C'est catégorique. Je ne referai pas mon paging aujourd'hui, je suis catégorique. Honnêtement parce que j'en serais pas capable.
Honnêtement, je suis pas capable, je suis pas en même condition qu'avant. Je suis pas en même mood ni même condition. On a plus 20 ans, comme on dit. Je serais pas capable. Les activités dans la neige, neige en plein hiver, c'est sympa quand t'as 20 ans. Après, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Je pense que je serais pas. Non, honnêtement, je serais pas capable physiquement de refaire les mêmes activités. Ouais. Mais après, le truc, c'est que le fait d'être avec des frères pledge, vous étiez combien de frères pledge 4 ou 5, ouais, 4 ou 5 frères pledge, ouais. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la frat, il y a donc les membres actifs, et puis il y a les pledges. Donc une fois que tu as passé la candidature, tu deviens pledge. Et avec les autres candidats, vous êtes des frères pledge. Et c'est ensemble, c'est souvent que vous allez faire le pledging. Et à travers ça, justement, il y a tout un tas de tâches, d'épreuves à faire, histoire de montrer la motivation. Et puis pour créer des liens, c'est surtout ça en fait. Hein. Créer des liens forts qui va faire qu'on est unis, mais pour la vie. Hein. Et donc, en tout cas, moi je sais qu'il y a des bros qui me disent que s'ils étaient seuls, jamais ils auraient fait le pledging. Hein, en fait, tu as besoin de... C'est ça, bon, on a besoin d'avoir des frères pledge pour faire le pledging. Moi j'avais des frères pledge. Bon, malheureusement, plus aucun de mes frères pledge dans la frat. Mais on a vraiment fait. Il y a un frère pledge que j'adorais, avec qui on a fait des soirées poker par la suite. Ouais. C'était vraiment super intéressant. On l'a revu plusieurs fois après. Mais malheureusement, ils sont pas restés autant en frat que moi. Mais pourquoi parce que c'était des frères qui étaient impliqués pareil. Il y en a qui n'étaient pas impliqués vraiment à la frat, il y en a qui avaient d'autres priorités. Enfin voilà, il y en a un par exemple qui était dans le Rouge et Or, qui était le Rouge et Or, qui est un petit peu l'équipe sportive de l'Université de Québec, donc qui est très impliqué dedans, donc il avait un gros emploi du temps dedans. Il y en avait un autre, il était pareil, il était activé dans le Rouge et Or aussi, mais dans une autre discipline. Il y en a un qui était dans le football américain, l'autre qui était en rugby. Du coup, c'est des gens qui avaient déjà des engagements ailleurs, qui étaient très importants, très impliqués avant d'entrer dans la frat. Qui sont donnés. Franchement, on a fait le pledging, on s'est vraiment donné à fond pour réussir le pledging, et c'était vraiment des gens qui étaient vraiment bien, qui partageaient des bonnes valeurs. Aussi, moi j'ai gardé des bons liens quand j'étais sur place, et puis quand on discute, ça se passe très bien. Mais voilà, c'est comme ça, il y a des gens qui restent, il y a des gens qui partent. C'est comme toute activité, comme toute association, comme tout partout. Ouais. Voilà, mais c'est des gens où quand on a fait cette activité, voilà, si on n'avait pas été tous ensemble, on n'aurait pas fini le pledging, clairement. Voilà. Clairement. Et c'est vrai que c'est l'union qui fait la force, et c'est ça qui nous unit en fait. Hein. C'est ça, les liens que tu vas créer avec tes frères pledge sont pour la vie. C'est vraiment des liens, on va partager vraiment des moments forts, on va se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Il y en a dans certaines épreuves, c'est certains qui vont te soutenir, des fois dans d'autres épreuves c'est toi qui vas les soutenir. Et puis des fois c'est tous ensemble qu'on va y arriver, et des fois on va échouer, mais tous ensemble. C'est vraiment une communauté, on est des liens soudés, on est ensemble, on travaille main dans la main pour réussir. Tous les frères, on est comme des frères avant d'être des frères, on est des frères dans les frères. C'est vraiment une micro-communauté de soutien qui est vraiment forte et très Et je tiens à préciser ce détail, c'est qu'à tout moment, tu peux arrêter le pledging si jamais, parce que en fait le pledging, moi je vois ça comme une période d'essai en fait. Hein. Exactement, si tu vois si ça te plaît ou ça te plaît pas, mais c'est aussi à travers le pledging que tu apprends l'histoire de la frat, tu découvres les valeurs. Et donc en gros, si ça te plaît pas, t'es libre de partir. C'est ça. Et en revanche, si tu fais pas l'affaire, tu peux te faire kicker. C'est ça, exactement. Parce que la frat, c'est pas une association étudiante comme une autre, c'est vraiment un lien pour la vie. C'est vraiment un lien pour la vie, donc c'est pas fait pour tout le monde. Donc tu as le choix de continuer. Si tu vas jusqu'au bout, tu seras un frère ravi. Mais à tout moment, tu peux décider d'arrêter parce que ça te convient pas. Ou parce que nous on trouve que tu conviens pas, enfin maintenant je dis nous parce que je fais partie, mais parce que la fraternité, donc c'est une activité qu'on considère que tu ne peux pas faire partie parce que tu ne corresponds pas à ce que nous on recherche, ce que la fraternité recherche. Donc vraiment c'est... Alors, du coup, la personne peut se poser la question, mais qu'est-ce que recherche la fraternité hein? Des personnes qui partagent nos vidéos, qui partagent ce que nous on a envie de mettre en avant, qui sont des gens qui ont envie de faire de la philanthropie, qui sont des gentlemen, brotherhood, qui partagent une vision du monde. Une vision du monde, c'est des gens qui partagent une vision commune, mais en même temps qui sont différents. Parce qu'on cherche des gens qui sont
Moi, la première remarque qu'on m'a fait dans la fraternité, que moi j'ai fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est que quand on est aux études, surtout en Amérique du Nord, c'est qu'on est tout le temps dans son groupe étudiant, et on a fait les mêmes études, on a le même parcours, on a les mêmes catégories sociales, on vient des mêmes milieux, il y a vraiment un microcosme qui se fait, du coup il n'y a aucune diversité, aucune richesse. Alors que la fraternité, c'est vraiment ça qui fait sa force, sa richesse, parce qu'on vient de tous les horizons. Moi j'ai des liens avec des gens qui étaient des études du bois, d'autres qui étaient en biologie, d'autres qui étaient en histoire, d'autres qui étaient en sciences naturelles, d'autres qui étaient en sport, d'autres qui étaient en droit, d'autres qui étaient en commerce, en marketing. En archéologie. Oui, en archéologie, alors que moi j'étais en sciences politiques avec une spécialisation d'histoire politique. C'est ça ce qui est, je trouve, génial. Et c'est ça qui était génial en fait, c'est qu'on discutait avec des gens qu'on n'aurait jamais discuté en fait, même des gens qui venaient de cultures différentes. Il y avait des gens, c'est ça qui fait riche la fraternité. Il y a des Européens, il y a des Africains, il y a des Américains, il y a des Asiatiques. Enfin, il y a vraiment de tous les continents et c'est ça qui fait la richesse et la grandeur de la frat. Et c'est ça que recherche la frat, c'est vraiment on recherche une diversité, des gens qui partagent un même but commun, celui de s'améliorer, d'être à l'écoute. On veut des gens qui sont à l'écoute, des gens qui sont enseignables, des gens qui ont envie d'apprendre, des gens qui ont envie de s'améliorer et d'améliorer le monde en fait, tout simplement, et d'être des bonnes personnes, tout simplement. Voilà, et donc en gros, en résumé, on a 3 valeurs, donc c'est-à-dire la recherche d'excellence académique, l'excellence sportive, il y a la philanthropie. Ensuite, donc ce que tu avais dit, donc on a justement deux principes, donc qui sont le gentleman et le brotherhood. Et ensuite, on a des objectifs qui sont le leadership, c'est développer des partenariats, développer un réseau socio-professionnel, etc. C'est ça, mais ce que tu dis, ça revient au fait aussi, que j'ai pas précisé, c'est que la strat recherche autant des gens qui sont bien dans leur tête, qui sont bien dans leur corps. Spiritus sano in corpore sana, c'est vraiment, on cherche des gens qui sont sportifs, excellents sportifs, des gens qui font du sport, parce que pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps, donc faire du sport, faire pas être sportif, c'est important. Et on est aussi là pour t'aider à réussir tes études. Faut oublier que la strat n'est pas là pour te rater tes études, on n'est pas là pour te faire des parties à Au contraire. On est là justement au contraire pour te faire. Nous on avait mis en place, je sais que c'était vraiment cool, des séances d'études collectives. Quand je suis passé actif, j'avais mis ça en place où on se retrouvait à certains moments pour étudier ensemble. Parce que le but vraiment c'est de créer des mentors, ça c'est de mentorat avec des gens qui ont déjà fait les parcours que tu as fait et qui sont là disponibles pour t'aider en fait à réussir ton parcours. Ça c'est excellent. Et c'est ça, on avait plusieurs domaines qui étaient dans le commerce justement, plusieurs gens qui étaient en commerce. Avec de Montréal, et ils se retrouvaient tous les mercredis, je crois tous les mercredis après-midi, ils se retrouvaient ensemble, ils étaient 4-5 à se retrouver pour parler de leurs cours, même si ce n'était pas les cours, il y en a qui étaient en première année, d'autres en deuxième, troisième, quatrième année, ils se retrouvent ensemble pour discuter, pour enseigner, pour partager, pour apprendre ensemble justement, parce qu'il y en a qui avaient déjà vu ça et qui disaient ça c'était bien, ça c'était ça. Il y a aussi des gens qui ont déjà fait le cours de dire que ce cours il est bien, ce cours il est un petit peu moins bien, ça tu vas faire ci, si t'apprends comme ça va être plus simple pour toi, t'as cette méthode-là, cette méthode-là. Ouais, et aussi le truc, ce prof-là il fonctionne de cette manière-là. C'est ça, ce prof-là il est là pour répondre, et c'est ça, la frat elle est là pour t'aider à réussir tes études. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis il y a une étude qui a montré que les étudiants qui faisaient partie d'une fraternité avaient de meilleurs résultats que comment dire, la moyenne en fait. Moi c'est ça dans mon esprit aussi, c'est que on travaille, on a travaillé, on a étudié ensemble et après on s'amuse. Il faut avoir des parties de temps libre pour s'oxygéner le cerveau. Mais à la base, on est tous là dans le même bateau comme on dit. On est le même bateau de la fraternité, mais le même bateau des études. Parce qu'on est des étudiants avant tout et on est là pour réussir des études. Et c'est pour ça que la frat est là. La frat est là pour t'aider à réussir tes études, à t'aider en fait dans la vie professionnelle, à accéder à la vie professionnelle et à t'améliorer dans ta vie personnelle. C'est ça. Et donc là maintenant, alors ça y est, le paging il est terminé. Tu t'es passé actif. Alors quels sont les différents postes que tu as occupés quand tu es passé actif? Moi mon premier poste c'était, j'étais néo, je suis passé directement responsable académique. Parce que pour moi, comme je viens de le dire, les études c'était hyper important. Comme dit, j'ai quand même beaucoup galéré dans mes études. Du coup, sur la fin, ça s'est très très bien passé, mes études. Du coup, en plus, le fait d'avoir eu ce poste-là, ça t'a obligé à te structurer même toi, non? Ouais, de toute façon, tous les postes que j'ai occupés dans la frat m'ont fait évoluer de façon à m'organiser, à prendre des responsabilités, mon leadership. Moi, j'étais quelqu'un qui avait aucune confiance en lui. Je montrais aux gens que j'avais confiance en ce
fou. J'avais aucune confiance en moi. Vraiment, j'étais introverti, j'avais peur d'aller vers les autres, j'étais dans ma bulle, vraiment, je vivais dans mon monde à moi. Je vivais chez moi, j'étais tout seul tranquillement. Et je fais personne ne rentre dans ma bulle, les gens ils n'existent pas, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc que je trouve vachement bien. C'est que en fait, la frappe te fait sortir de ta zone de confort. Exactement. Je suis sorti de ma zone de confort. Premier poste responsable académique. Bah, ça m'a obligé, moi j'étais là pour réussir et je voulais que les gens aussi se réussissent leurs études parce que moi comme dit j'avais rencontré Philippe qui est devenu mon coloc, qui était dans la même étude que moi et du coup on a pu travailler ensemble, on a pu faire prendre des cours ensemble et c'est bien plus plaisant d'avoir quelqu'un qui est ton coloc, qui est un membre de la FRAP, qui est un frère avec qui tu fais des études communes et du coup on pouvait travailler sur nos devoirs ensemble, on pouvait apprendre ensemble, enfin c'était cool, on pouvait faire un petit sport ensemble, enfin c'était vraiment cool, ça m'a fait rencontrer des gens. Moi j'aurais pas rencontré la FRAP à Québec, j'aurais été tout seul quoi, j'aurais fait toute ma session seul et je pense que ça aurait été totalement différent, mon parcours carrière. Ça j'en doute pas, hein. Et d'ailleurs même dans le chapitre de La Rochelle, il y a quelques-uns qui, voilà, par exemple, ils sont nouveaux à La Rochelle. Et en fait, ça peut être aussi un moyen de se faire de nouveaux amis, etc. Donc c'est vrai, donc ça c'est aussi un très bon moyen de ne pas se retrouver seul en fin de compte. Hein. Bah, c'est un grand vecteur d'opportunités et de rencontres. C'est ça. Et en plus de responsable académique, tu as fait quoi t'as eu quoi comme autre poste? Bah après, en tant que néophyte, c'est responsable académique. La session d'après, tout de suite, je suis passé président administratif. Donc là, c'est là où j'ai commencé à me dire il faut prendre des responsabilités. C'est là que ça m'a mis la tête sous l'eau en fait. Clairement, j'avais la tête sous l'eau et je me dis ok Romain, il faut que tu organises. Il faut que tu apprennes à t'organiser, à structurer, à planifier des événements, enfin tout ce qui est management. Là, j'ai appris vraiment qu'est-ce que c'est le management parce que c'est quand tu prends une responsabilité dans une fraternité, dans une association étudiante, c'est comme un emploi à mi-temps ou un emploi à temps plein. C'est vraiment beaucoup de structure, beaucoup d'organisation. Tu vas discuter avec l'administration de l'université pour les événements, tu vas aller chercher des partenaires, tu vas essayer de trouver des salles, tu vas essayer de planifier des activités sociales, tu vas démarcher des gens. Vraiment, c'est vraiment, t'es plus dans ce monde étudiant, là, tu rentres dans ta vie de jeune adulte. Tu commences à prendre des responsabilités, à te dire ok, là je suis plus là en mode il y a mes parents et ma machin. Maintenant je suis moi en tant que jeune adulte. Et là tu prends une grande plaque dans la tête quand même et tu te dis ok, il faut que tu structures, tu t'organises. On n'est plus là juste pour faire le party et t'amuser. On est vraiment là pour entendre la vie active et créer des choses. Voilà, et là encore une fois, là on parle vraiment de choses concrètes, c'est pas uniquement que la fête, bien qu'on s'amuse, hein, il y a le traditionnel beer pong, etc., on a ça, mais ce que je veux dire, c'est, moi ce que je trouve super, c'est que, voilà, on est dans un simulateur à taille humaine, c'est-à-dire que voilà, la plupart des étudiants, une fois qu'ils ont terminé leurs études, ils vont intégrer la vie active, mais le problème c'est que il y a une chose que l'école ou les grandes écoles ou les universités ne préparent pas, c'est les relations avec les autres. C'est ça. Et ça, avec la frappe, le fait d'avoir différentes responsabilités, et ben ça t'oblige à comprendre l'autre, à aller vers l'autre, à être à l'écoute, voir déceler la motivation, etc., régler les conflits, les problèmes. Régler les conflits. Franchement, alors ça, là, tu mets le doigt dedans. Voilà, quand tu passes président d'une fraternité, tu dois régler des conflits. Et ça, c'est la première claque que tu prends. C'est là que tu dis, tiens, micro-société avant l'heure. Tu rentres dans le monde du travail avant l'heure. C'est vraiment le premier exemple, c'est comment gérer des conflits parce que vraiment, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à gérer tous les conflits qu'il peut y avoir, gérer les égos, gérer les envies, gérer les besoins, gérer la gestion, t'apprends la gestion d'entreprise. T'apprends la gestion d'entreprise. Et moi, dans mon activité entrepreneuriale que je fais aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur apprentissage que j'ai fait. C'est ça qui m'a permis, je pense aujourd'hui, de me lancer en entrepreneuriat et me dire je peux le faire parce que j'avais appris grâce à la fraternité. Et pareil, je me dis exactement la même chose parce que pareil, moi je suis web entrepreneur et la frappe m'a permis d'apprendre parce qu'au départ, personnellement, j'étais vraiment en mode je vais tout faire moi-même. Mais la femme m'a appris aussi à déléguer en fait. C'est ça. À déléguer parce que quand tu commences dans un tout petit chapitre et une toute petite équipe, du coup tu occupes plusieurs postes à la fois et au fur et à mesure que tu commences à agrandir, tu délègues et il faut que tu apprennes à faire confiance, etc. Et ça franchement, quand vous sortez des études
tout en étant dans la frappe, honnêtement, mais vous êtes préparé pour la vie active, vous êtes préparé. C'est-à-dire que au moins ce qui est bien, vous pouvez faire vos propres erreurs et on vous en voudra mais jamais de faire des erreurs. Alors dans la vie dans la vie active, vous faites des erreurs. Qu'est-ce qui peut vous arriver? On va pas renouveler votre contrat ou quoi. Donc honnêtement, c'est ça. La vie active, la vie fraternelle, c'est vraiment un test, c'est un laboratoire de test de la vie professionnelle. C'est là où tu vas pouvoir faire tes erreurs, tu vas apprendre à gérer du personnel. Genre, comme tu disais, moi quand j'ai besoin de quelque chose, je vais faire appel à quelqu'un. Mais en fait, c'est pareil en fait. Tu vas mettre des gens à faire des tâches parce qu'ils sont compétents pour cette tâche-là. Tu vas apprendre à gérer les compétences, à gérer. En fait, pour telle tâche, j'ai besoin de telle personne, à tel profil, donc je vais demander à un tel de la frappe. Pour telle tâche, j'ai besoin de ceci, et je vais demander à une autre personne, à X et Y. Et c'est ça qui est super important, qui va t'apprendre dans ta vie professionnelle, de dire ok, quand j'ai besoin de quelque chose, je vais demander à la personne qui est la plus compétente pour gagner du temps. C'est là que tu vas te rendre compte que le temps c'est important. Et c'est là justement que la frappe te permet de développer ton leadership. Voilà, donc alors du coup je suis passé président du coup administratif et après je suis passé pendant un an et demi président général. Donc pour vraiment là tu apprends à être un mini PDG de société quoi. D'accord. Un CEO d'une entreprise, une startup. Parce qu'effectivement dans un chapitre il peut y avoir 2 ou 3 coprésidents et c'est-à-dire que tu as le coprésident administratif, le coprésident opérationnel et celui qui est au-dessus des deux. C'est ça, général. Donc voilà, donc du coup ça t'a permis justement de voir comment faire pour travailler avec deux personnes qui dirigent. C'est ça, mini CEO parce que tu gères une mini entreprise, hein. Tu as des responsables académiques, des responsables philanthropiques, tu as tes deux autres coprésidents, tu as les membres actifs qui sont un petit peu les employés, tu as les pledges qui sont un petit peu les stagiaires. C'est un petit peu une mini entreprise, mini startup. Tu es comme dans une mini startup, tu dois gérer une mini startup. T'es pas là pour faire du chiffre d'affaires. Parce que voilà, le chapitre, c'est quand même une association non lucrative. Non lucrative. On est un but non lucratif, donc on n'est pas là pour faire du chiffre d'affaires. Mais par contre, on est là pour que ça tourne, pour qu'il y ait des membres, parce qu'on est là pour qu'on ait des membres. On est là pour que il y ait des liens qui se créent entre les gens. On est là pour le relationnel, on est là pour le social, on est là pour aider les gens, pour les faire step up en fait, les faire monter sur un palier supérieur, les préparer au monde du travail. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a eu d'autres postes aussi. Ouais, après je suis passé à l'international, mais là c'est comme si tu passes de la start-up à la vraie entreprise, Et là je suis passé responsable communication de la fraternité. Et après actuellement j'occupe le poste de responsable des réseaux sociaux et du monde professionnel de la frat au GCA. Voilà. Tout ce qui est gestion LinkedIn principalement. Voilà, d'accord. Donc en plus c'est par ça aussi qu'on alimente le réseau socio-professionnel. C'est ça exactement, le but vraiment qu'on dit, au début, la frat c'est pour la vie, c'est contrairement à la situation étudiante, une fois que tu as fini tes études, c'est terminé, tu restes à l'uni, tu n'as plus de contact. La frat c'est vraiment pour la vie, une fois que tu es dans la vie active, tu as le réseau socio-professionnel de la frat, qui est là pour toi en fait, pour t'aider dans tes démarches. On a un système de mentorat d'ailleurs actuellement qui est en train de se mettre en place pour créer des mentors qui sont des alumni. Donc les alumni c'est ceux qui ont diplômé, qui sont plus membres actifs de la frat, mais qui sont toujours membres, parce qu'on dit on a un vie. Et les membres actifs qui sont ceux qui sont encore aux études et qui se participent activement aux activités. Du coup, eux, ils peuvent être mentorés et trouver des mentors donc dans leur domaine d'études ou dans leur projet professionnel pour les aider à le développer, leur donner les clés en fait pour développer ce projet professionnel ou à trouver un emploi dans leur domaine recherché. D'accord. Donc en fait, là, quand je vais dire les différents postes que tu avais occupés, donc là tu étais membre actif, donc là actuellement tu es un alumni. Alumni, c'est ça. Voilà, donc alumni, tu veux bien préciser? Ouais, alumni, comme je dis, t'es pledge, c'est un petit peu le postulant, c'est le stagiaire qu'on dit dans le monde de l'entreprise. Oui. C'est celui qui est en forêt de test pour arriver. T'as le membre actif, c'est celui qui est salarié, qui est employé, du coup qui fait partie intégrante de l'entreprise, qui fait partie intégrante de la fraternité. Et t'as l'alumni, c'est un petit peu, c'est pas le retraité, mais c'est un petit peu le gars qui est toujours membre de la fraternité, qui est membre à vie, mais qui est plus aux études. Donc il est plus sur place localement, il a une vie professionnelle, il a une vie familiale, donc il peut plus être autant présent qu'avant. Mais il a beaucoup moins de temps, voilà, beaucoup moins de temps. T'es plus aux études, t'es plus sur le campus, mais t'es toujours membre de la fraternité, et du coup il y a un autre groupe avec l'alumni qui font des activités entre eux. C'est un petit peu deux entités qui sont séparées, mais qui font partie intégrante du même groupe, qui est la fraternité, du chapitre, des gens qui sont juste des travailleurs. D'accord. Et
comment ça se passe avec les sororités? Parce que je sais qu'il y en a, ils vont se poser la question, mais est-ce qu'on peut accueillir des filles chez Sigma Theta Pi? Alors non, on n'accueille pas de filles chez Sigma Theta Pi parce que les filles ont des sororités. T'as les fraternités, c'est pour les hommes, les sororités, c'est pour les femmes. Comme on dit, quand tu passes président, tu vas gérer les conflits entre frères et sorors parce qu'il faut créer des événements. C'est de la diplomatie. C'est la diplomatie, c'est là que tu dis, on a l'impression d'être à l'ONU parce qu'il faut gérer les conflits entre les gens. Ouais, bah c'est ça, comme dit, la fraternité et la sororité, ce qui fait sa richesse aussi, c'est que des gens viennent de divers horizons, viennent de différents pays, et t'as l'impression d'être à l'ONU, où tout le monde a envie de faire ça, moi je veux faire telle activité, moi je veux faire ça, t'as l'impression d'avoir plusieurs pays différents devant toi. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas que on fait uniquement des choses qu'entre nous, mais on fait aussi des choses avec des sœurs. C'est ça. C'est des activités philanthropiques. Voilà, il y a les États lambda Zeta, les Mu Delta Mu, avec certaines, on partage les mêmes valeurs. Et donc, ce qui fait qu'on est très amené à faire des soirées ensemble, des activités philanthropiques ensemble, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est pas parce que on porte pas les mêmes couleurs qu'on ne fait rien ensemble. Oui, parce qu'on fait partie de la grille, on fait partie du monde grille tous les deux, mais on a tout le temps, on a nos activités à nous qui sont internes, et on a des activités externes qui font partie de la grille, entre soro et frat, ça fait des activités sportives, des activités sociales, des activités philanthropiques, des activités académiques, et du coup il faut trouver des activités qui plaisent aux deux groupes, parce que ce qui va plaire aux sœurs ne plaît pas forcément aux gros, et du coup c'est là qu'on arrive dans la gestion de conflit, la diplomatie. Tu proposes aux sœurs de faire les pompes. Bah c'est ça, oui, les bros peut-être qu'ils veulent faire un football, tu vois, et vas-y on va faire activité sportive football, et les sœurs vont dire ah non on voudrait faire du yoga. Par exemple, voilà, c'est des choses que moi j'étais confronté. Voilà, bon, voilà, ah oui, moi ça. J'ai dit on va faire des activités sportives, j'ai fait un sondage, j'ai dit on va faire quoi? T'as les gars ils voulaient faire du football, du rugby, Nana voulait faire du yoga ou de la pêche sur glace. Bon, du coup j'ai fait du coup on a un petit souci du coup parce qu'on n'est pas très d'accord sur l'activité à faire ensemble. Bon au final on a pris sur nous, on allait faire de la pêche sur glace. Mais parce qu'on a voulu être un petit peu diligent, un petit peu complaisant et puis dire on va mettre du nôtre et après on a fait d'autres, on a trouvé un paintball. On a fait un paintball, c'est super sympa, on a fait un laser game. On a fait des laser games parce que ça plaisait à tout le monde aussi le laser game, c'était cool. Voilà. Qui plaisait aux gars ou aux filles, mais on a fait des trucs qui plaisaient un petit peu à tout le monde. C'est un petit peu ça, esprit fraternel, esprit geek. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il peut arriver que il y ait des unions qui naissent entre frères et sœurs? Bah clairement oui. Moi je pars du postulat pour trouver quelqu'un qui nous convient dans notre vie. Le meilleur endroit, c'est les activités sociales. L'activité sociale, parce que trouver une activité sociale, que ce soit la danse, que ce soit le yoga, que ce soit le football, que ce soit les jeux de fléchettes, le bowling, tu trouves quelque chose que tu vas t'impliquer, tu vas avoir de la passion, tu rencontres d'autres gens qui sont passionnés, et ben tu vas trouver des points communs, c'est évident avec les gens. Et quand tu rentres dans une fraternité, une sororité, on a des points communs, on partage toujours les valeurs de l'excellence académique, l'excellence sportive, la philanthropie, le leadership, donc on a des visions du monde qui se rapprochent. Donc forcément ça va créer des liens entre les gens de base. Et t'as aussi le cadre social aussi. Parce que t'es pas abordé par un inconnu, t'es pas abordé par non, on fait des soirées entre nous et du coup t'as un climat de confiance entre les gens. C'est vrai. Parce qu'on n'est pas comme les fraternités américaines où on est là pour faire le party et puis ça va dégénérer, partir dans tous les sens. On est vraiment là dans le respect de l'autre, dans le respect des sœurs, dans le respect des sœurs, dans le respect des frères. Et forcément ça va créer des liens entre les personnes, donc il y en a certains qui sont cool. D'ailleurs j'en ai quelques-uns qui sont couple et je suis très content pour eux. Ouais, tout à fait. Moi, je connais un couple, ça fait 5 ans que c'est ensemble. Je voulais savoir qu'est-ce que la frat t'a apporté dans ta vie professionnelle ou même dans ta vie privée. Quels sont les bienfaits en fait Dans ma vie privée et professionnelle, peut-être privée personnellement, vraiment sur le plan personnel, ça m'a appris à sortir un petit peu de ma zone de confort, comme on a dit tout à l'heure. Moi je suis quelqu'un de très introverti, je le suis encore aujourd'hui. Il y a des gens quand ils me croisent et je suis avec eux, ils me disent mais t'es introverti, tu vois. Alors que moi je me considère comme un grand introverti. Alors qu'aujourd'hui je suis sur tous les réseaux, je suis sur YouTube, sur Twitch, je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn, sur Facebook, je suis partout. Je suis partout, les gens me disent mais t'es pas introverti du tout, j'ai dit tu me montres partout. Alors que moi je me considère comme très introverti. Et ça c'est grâce à la frat, c'est grâce aux rencontres, c'est grâce aux soirées, c'est grâce aux activités qu'on a fait, c'est grâce à la prise de poste dans la frat où j'ai dû aller vers les gens en fait.
J'ai dû sortir de moi, j'ai dû me dire ok Romain, il faut que tu sortes de chez toi, il faut que tu ailles en une activité, il faut que tu ailles rencontrer les gens, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et ça sur ma fin de compte, ça m'a fait vraiment ça m'a donné confiance en moi. Vraiment ça m'a donné confiance en moi, j'ai pris confiance que j'étais capable de faire des choses, que j'étais capable d'aller voir les gens, que j'étais capable de discuter avec les gens, que j'étais capable de créer des relations sociales avec les gens. Pour moi les relations sociales c'était un tabou, moi je pouvais pas, les gens pour moi ça n'existait pas, tu vois. Non, les autres êtres humains ça n'existait pas, tu vois, pour moi. Donc franchement aujourd'hui je suis parti d'une fraternité, je clique sur réseau, ça sur le plan personnel ça m'a fait vraiment, j'ai rencontré des super personnes aussi qui sont devenues des super amis. Mon big aussi, Alex Roulier, je fais un bisou à toi si tu me regardes. Et qui est aussi mon big, donc voilà. Je suis le little de son little. Voilà, c'est le little de mon little. On est la même lignée. On fait partie de la même lignée, donc voilà. Donc ça c'est une super personne que j'ai rencontrée, c'est partie des gens, comme je dis, Félix aussi qui est mon big, super personne que j'ai rencontrée. Il y en a plein que j'ai rencontrés et grâce à ça qui m'ont ouvert des opportunités, qui m'ont fait grandir tout simplement sur ma vie personnelle. Après comme j'ai dit, sur ma vie professionnelle, la prise de responsabilité au sein de la RAT, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie scolaire, dans mon parcours scolaire. La chose c'est d'avoir pris des responsabilités au sein de la FRAT, en tant que responsable académique, président administratif, co-président administratif et co-président général. C'est ça qui m'a fait comprendre l'importance de m'organiser, de planifier, avoir une vision long terme en fait. Oui, c'est ça, vision long terme. Quand on est jeune, on pense beaucoup au court terme, on pense pas à l'après, en fait, je vais faire ci, et puis demain je sais pas. Et là, c'est m'a mis l'importance. Alors oui, il faut profiter du jour, il faut être un petit peu memento mori, il faut profiter, il faut se souvenir qu'on est mortel et profiter parce qu'on n'a qu'une vie. Mais en même temps, il faut avoir un projet long terme de ta vie. Ta vie, il faut l'avoir planifier en fait ma vie, schématise ma vie je la séquence en mois en fait. Tous les 3 mois, je vais dire, je vais mettre un objectif de 3 mois, que je vais diviser en un mois, que je vais diviser en une semaine, que je vais diviser en une journée. Tous les jours, qu'est-ce que je vais faire pour arriver à cet objectif. Chaque jour, il y a un objectif. Il va me permettre de remplir mon objectif de la semaine. Mon objectif de la semaine va me permettre de remplir mon objectif du mois. L'objectif du mois, des 3 mois, et les 3 mois de l'année aux 3 ans, et des 3 ans aux 5 ans, des 5 ans aux 10 ans. En disant, il faut que je fasse ça m'amène à ça. Et c'est là que ça m'a amené parce qu'on devait organiser des événements. Le but, on devait planifier un rush, on devait planifier des activités, il fallait trouver de nouveaux membres, il fallait créer des liens avec les gens, il fallait que les gens réussissent leurs études, il fallait qu'on ait notre quota de philanthropie, il fallait qu'on fasse des activités. Et c'est vrai que je me dis que c'était important, je pouvais pas genre vivre au jour le jour, me dire oh c'est cool, je vais me la couler douce et puis je vais attendre que ça se passe quoi. Ouais, je connais par exemple à La Rochelle, on a des pledges qui m'ont dit que ils sont beaucoup plus organisés par rapport à avant. Il y en a même certains, parce que je veux dire, il y a une sélection naturelle, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Mais ceux qui parviennent à arriver jusqu'au bout, oui. Donc donc ceux qui arrivent au bout justement du pledging, enfin même ceux qui partent, ils disent quand même, ils en sortent grandis. C'est ça. Ils en sortent grandis, ils ont appris énormément de choses, de valeurs, etc. Que ça a complètement changé leur façon de voir la vie, dans leur propre vie. Moi, je sais que le pledge actuel, là, il m'a dit qu'avant sa maison était toujours bordélique, que maintenant c'est toujours rangé. Je dis waouh! Et il m'a dit donc ce qu'on a réussi à faire. Bah moi c'est ça aussi, c'est ça. Moi ça m'a permis de m'organiser. Aujourd'hui, si je m'en suis en entrepreneuriat, je pense que c'est grandement dans la frate parce que je suis sorti grandi de ma vie fraternelle. J'ai pris une pause pendant je pense 1 an de ma vie fraternelle pour faire le tour pour mettre en place ma vie professionnelle. Mais si j'ai réussi à le faire, à la mettre aujourd'hui en place et que ça avance, c'est grâce aux responsabilités que j'ai prises au sein de la frate qui m'ont permis d'avoir un avant-goût en fait, de tester en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir un laboratoire de test pour tester en fait qu'est-ce que je pourrais faire, comment gérer une entreprise, comment mettre en place des structures, comment chercher, comment apprendre, comment gérer l'humain, comment faire tout simplement, comment travailler, comment mettre en place une vie professionnelle. C'est vraiment ça que la frac m'a appris et je suis toujours très content de mon parcours fraternel. Et si je rencontre des gens qui me disent ouais si je vais à Québec, je leur dis va voir la fraternité à Québec, tu vas rencontrer des gens géniaux déjà, des gens qui partagent des valeurs phénoménales, des valeurs qui sont des personnes incroyables et qui vont pouvoir t'aider dans ton parcours
scolaire et à la fois dans ta vie professionnelle et même dans ta vie personnelle qui seront présents en fait. Tu veux faire des activités, moi on faisait des activités tout le temps, donc quand je suis à Paris, quand c'était possible on faisait des activités assez régulièrement. Enfin c'est vraiment des personnes que tu vas apprécier si tu partages les valeurs bien sûr de la frat et que du coup qui vont rester des super amis pour toute ta vie. Alors le mot de la fin, est-ce que qu'est-ce que tu conseillerais justement à celui qui te regarde? Je veux dire, quel est le conseil que tu lui donnerais s'il a envie de rentrer dans la frat ou quel conseil? D'y aller, surtout d'y aller. Moi j'ai passé, je pense, les meilleures années de ma vie, c'est mes 3 années au chapitre de Québec, mes 3 premières années, en incluant mon pledging. J'ai vécu 3 ans de 2015 à 2018 à Québec et c'est les meilleures années de ma vie. Alors moi aujourd'hui c'est encore les meilleures années de ma vie. Autant le pledge, c'est difficile, c'était vraiment difficile le pledging parce que c'était en plein hiver. C'était vraiment très En difficile. général c'est la période Comme j'ai dit, je le referai jamais. Plus jamais je le referai. Aujourd'hui je serais pas capable de le refaire. Et si je le faisais aujourd'hui, je pense que j'échouerais le pledging. Lamentablement. Mais c'est la meilleure expérience de ma vie. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait me dépasser. Je suis allé plus loin que là où je pensais que j'étais capable d'aller. Je pensais pas que je serais capable de faire ça. On a ces activités qui m'ont un ventromiste qui a une super activité sociale que les Québécois adorent, voilà, que je nommerai pas, mais c'était exceptionnel. Donc vraiment, faut tester, peut-être que ça vous conviendra pas, peut-être que ça conviendra pas à toi, mais teste-le parce que moi c'est la meilleure expérience que j'ai fait. J'ai grandi énormément, j'ai appris énormément, j'ai rencontré des personnes super. Ma vie aurait été totalement différente si j'étais pas entré dans la frappe. Ça c'est sûr, je serais pas aujourd'hui en train de faire cette interview si j'étais pas entré dans la frappe. Donc vraiment c'est une expérience incroyable à la fois personnelle pour te dépasser, dépassement de soi, créer de l'humain, créer des relations humaines très fortes avec tes pairs, avec tes bros. Développer une activité professionnelle, je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont développé des projets pro ensemble grâce à des frères qu'ils ont rencontrés et ça c'est incroyable parce qu'on partage des valeurs communes. Donc ouais, moi le meilleur conseil c'est de rencontrer la frat, de tester le pledging et voir si ça vous convient ou pas. Et si ça vous convient pas, tant pis. Mais au moins de tester parce que peut-être que ça serait une occasion unique de faire quelque chose de votre vie et d'aller plus loin que ce que vous pensez être capable de faire. Voilà. Et donc l'expérience qu'il a vécue à Québec, et les bros ils vont vous dire aussi la même chose dans leur chapitre, que ce soit à Paris, à Lyon, Perpignan, Lille, Amiens ou Montréal. Voilà, c'est qu'il a été formé là. Moi j'ai été formé à La Rochelle. Donc, et en plus j'ai été baladé dans différents chapitres pendant mon pledging parce que il y avait pas de bro à La Rochelle avant, donc du coup on a été formés, on va dire plus ou moins à distance, on nous a déplacés, mais pareil, moi c'est un de mes meilleurs, mais ce sont des souvenirs mais qui restent à vie. C'est ça, vraiment. Franchement, c'est au départ, je sais que mes frères pledge, quand j'étais pledge, c'était abstrait tout ça, c'était abstrait. Mais une fois qu'ils sont entrés dedans, alors non, franchement, c'est une expérience de vie incroyable. C'est une expérience de vie incroyable que dans le monde francophone, on a très peu la chance de vivre. Parce que c'est pas culturel. C'est pas culturel, ça n'existe pas en France, c'est encore très peu présent. Aux États-Unis, c'est vraiment très présent, mais c'est totalement différent. Mais c'est une expérience vraiment marquante dans ta vie qui peut changer ta vie. Qui peut changer une vie, et qui peut la changer dans le bon sens surtout. C'est ça. Pas être marqué dans le bon sens. Il y a des gens qui ont quitté parce que ça leur convenait pas, mais tous ceux qui sont actuellement membres, ils sont très contents d'avoir vécu et ils ont des activités, ils développent des projets communs. Enfin, bien bon sens, et puis même s'ils ont un projet, ils se tournent vers la frat en fait, tout simplement quand ils ont besoin de quelque chose, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des personnes de confiance déjà pour faire leur projet et des personnes qui vont partager en fait l'envie de réussir. C'est tout simplement. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a plu cette interview. Super, merci à toi pour l'invitation. Ça fait super plaisir. Ça me fait plaisir et également. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas, tu mets tout ça là en commentaire. Je mettrai les liens justement des différents chapitres où tu pourras contacter les différents responsables. Et en attendant, écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine interview et puis pour une prochaine vidéo. Et on va se connecter. Allez, ciao. Ciao.
hesitate.